Cette émission vous est proposée par le Journal de la Source, premier journal en France dédié à la spiritualité et à l'élévation des consciences. Pour profiter de 3 mois offerts sur votre abonnement, rendez-vous dans la description et rentrez le code promo Pas y croire. Et en ce moment, profitez d'un partenariat exclusif avec un professionnel du Guide des médiums 2025. Merci de votre attention et maintenant, place à l'émission. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Olivier, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Journal de la Source TV sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire de Philippe Ferrer. Alors aujourd'hui on a un invité un petit peu particulier parce que il présente pas un livre ou un film, il présente des archives. Énormément d'archives, des documents parfois inédits, mais beaucoup de documents qui ont été publiés il y a parfois 20 ans, 30 ans, et qui n'ont pas bougé, c'est-à-dire qu'ils sont intemporels, ils portent des connaissances, des savoirs éternels, et c'est avec un grand plaisir que ces archives, eh bien maintenant nous pourrons les consulter grâce à ce personnage haut en couleur, on pourrait dire. C'est un journaliste féru de science, mais aussi de mystère. Il a d'ailleurs animé, ou en tout cas produit des émissions comme le Boulevard de l'étrange ou l'émission Mystère sur TF1. C'est une personne qui s'est consacrée vraiment toute sa vie à la recherche, mais scientifique, à proprement parler, c'est-à-dire sans s'empêcher d'aborder les sujets dont on ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Et eh bien, c'est pour cela qu'on l'aime beaucoup et qu'on est ravi de le recevoir. Il s'appelle Jean-Yves Casga. Il a été, de manière plus anecdotique peut-être ou pas, la voix off de l'émission Faut pas rêver sur France 3. Et il a beaucoup de choses à nous partager, et notamment ses archives qui sont une mine d'or en vérité pour tous les chercheurs de sens. Et donc on va le retrouver tout de suite, on va lui poser plein de questions. Alors mon invité du jour aujourd'hui c'est Jean-Yves Casga. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Olivier. Alors merci beaucoup pour votre temps. Je suis très honoré de vous avoir, à vrai dire, parce que eh bien vous avez une carrière impressionnante, faut le dire, surtout pour des personnes un petit peu comme moi qui s'intéressent au sujet des anomalies, du paranormal, mais toujours dans une dimension scientifique. Les chercheurs en fait de sens, vous êtes pour moi en tout cas, pour ma génération, un pionnier. Et en plus de ça, vous avez le double mérite d'avoir exploré ces voies-là avant nous, mais en plus de ça, de les avoir exposées, présentées à un public, à une grande audience, puisque vous avez travaillé longtemps dans des grandes maisons de presse et de radio en France. Et donc, je vous ai un petit peu présenté en introduction, mais si vous voulez bien, Jean-Yves Casga, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à investiguer toutes ces thématiques-là sur des chaînes de grande écoute? Alors, on va faire simple. Disons que du cours préparatoire jusqu'à la maîtrise, quatrième année de fac, euh, j'ai un parcours assez classique, le bac un peu jeune, lettres sup, comme on disait, hippocagne-cagne, et puis déjà le début d'une certaine envie de pas être dans un moule, c'est-à-dire pas les présenter normal, pas. Le seul truc, si je me disais, parce que ça venait, c'était créé depuis peu, je me disais, science, enfin non, ce n'était pas depuis peu, c'était l'ENA qui était créé depuis peu. Mais ce qui m'intéressait, c'était Sciences Po, parce qu'à l'époque, je dis bien à l'époque, et c'est pas d'hier, ça donnait l'impression de. Parce que je rêvais d'être journaliste, moi, dès le début. Et, euh, et Sciences Po, pour moi, c'était une grande ouverture. C'était pas comme en classe prépa où on faisait à haute dose français, latin, grec, philo, anglais, français, latin, grec, histoire géo, bien sûr. Donc, enfin, j'avais l'impression d'être toujours au lycée, quoi, mais sauf qu'on travaillait encore plus. Euh, donc ça, c'était la première fois que je m'opposais à mon père.
qui était haut fonctionnaire de l'éducation nationale, donc ceci explique cela. Et, euh, et donc, je ne pars pas à Paris. Et coup de bol, parce que il aurait pu s'entêter, mais coup de bol, il est muté. Et il est muté dans le sud. Or, dans le sud, il y a une grande université, c'est Aix-en-Provence. Et donc, moi, mon rêve, et du coup, la fac, pour moi, c'était la liberté. Donc, donc j'arrivais directement en licence, et puis je, je travaille normalement, surtout sortant de classe prépa. Bon, c'est vrai que c'était un peu plus simple. Et puis il y avait un atout quand même, c'était qu'on était organisé dans notre tête et dans notre façon de travailler. Il y avait de la méthodo, quoi. Et donc là, tout d'un coup, je découvre la liberté, donc assez tard. Euh, je me retrouve 18-19 ans, libre, quoi. Et, euh, et dans un studio. Donc, c'est-à-dire la vraie liberté, quoi. Il faut se nourrir, voilà, quoi. Et à l'époque, il y avait un concours qui était sympa, qui s'appelait les IPES, et Institut pédagogique d'études supérieures, et en gros, qui était un institut de formation de profs. Et comme du côté de papa, c'était tu seras prof, mon fils, bah, j'ai passé le concours parce que c'était la seule solution pour être autonome financièrement. Et Prof de donc, français, du coup. lettres classiques, exactement, français, latin, grec. Et parce que c'était une spécialité, les trois. Oui. Et le, je passe le concours et ça me donnait une liberté financière parce qu'on était payé comme un prof débutant. Et pendant la durée des études qu'on ferait, mais on s'engageait évidemment à devoir, selon le concours qu'on réussissait à la fin, 70 ans, éducation nationale. Et donc, je le passe, et là, alors là, vraiment, la liberté, je me paye ma première voiture, tout ça, nan, nan. Et quand je suis en maîtrise, euh, j'ai, je découvre la surprise générale, et aujourd'hui à la mienne propre d'ailleurs, qu'il y avait des littératures dans les autres pays. Et non pas que la littérature française, parce que le formatage était tel que je m'étais même pas rendu compte que j'étais sur un couloir de nage avec des œillères monumentales, quoi. Et là, c'est grâce à une prof que j'avais eue en licence, en français, euh, et qui, alors comme vraiment, elle m'avait vraiment passionné. Euh, J'avais envie d'être un prof comme elle était prof, quoi. Mhm. Si jamais je devais rester prof parce que déjà je rêvais d'être journaliste, mais et la vie quotidienne, la pression familiale, ça faisait que bon, c'était un peu compliqué. En tout cas, on n'en parlait pas à table. Et enfin, mais cela dit, dès que j'ai été libre, on se voyait de moins en moins quand même, puisqu'ils n'habitaient pas à Aix. Et donc, en maîtrise, je lui demande à elle d'être ma prof de maîtrise, ma directrice de mémoire. Et elle me dit, écoute, ce que je te recommande, c'est d'aller passer une dizaine de jours à la bibliothèque universitaire de la fac, et regarde les rayons de tous les pays et tire au hasard des bouquins, regarde. Et il y a peut-être quelque chose qui va t'accrocher. Donc j'y vais, méthodo, tac. Le matin, j'y étais à 9 heures, je partais quand ça fermait, je bossais, quoi. Mais et bosser à rien, pardon, juste à prendre le plaisir de la découverte. Et là, mais je tombe, mais c'est une révélation, en fait. Je pense que c'est comme ça, une révélation. C'est tout d'un coup, mais on n'est pas seul au monde.
il y a d'autres êtres et ils pensent et ils réfléchissent, ils écrivent, ils créent, ils cherchent. Et en plus, souvent, c'est beau, souvent, ça me parle à moi, qui ne suis pas de chez eux. Et donc, c'est un vrai bouleversement. C'est 15 jours qui changent une vie, quoi. Et à un moment, je tombe sur le Japon. Et alors là, dans la série Dépaysement, c'est l'échelle 4000%, quoi. Et donc, je reviens voir ma prof et je lui dis, bah, écoute, j'aimerais bien euh, travailler sur le Japon, mais j'ai pas d'idée. Et là, elle est extatique. En fait, elle était, je pense qu'elle avait anticipé, qu'elle savait que j'allais avoir un choc culturel, mais fort, quoi. Et comme la première fois que vous faites une version grecque, c'est assez bizarre d'arriver à la traduire, quoi. La première. Et il y a un truc qui se passe. Et donc, elle me dit, ben écoute, puisque le Japon t'a passionné, ça tombe bien parce que à Aix cette année, il va y avoir tout un cursus autour du Japon avec tous les cinémas d'art et essai. Il va y avoir du théâtre, etc. Donc, tu vas me faire un sujet, un mémoire qui va être, et ça, je n'oublierai jamais, euh, l'image du Japon dans la littérature japonaise contemporaine traduite. Et c'était le titre. Et donc, je pars, mais alors vraiment au hasard, quoi. Mais alors bon, quand vous faites une maîtrise, vous avez des rendez-vous réguliers avec le maître de mémoire pour dire où vous en êtes, les trucs sur lesquels vous butez, etc. Mais enfin, j'y arrive. Alors en plus, coup de bol, j'ai toujours eu beaucoup de chances de rencontres. C'est l'année où Mishima, euh, l'auteur japonais, et dans toute la presse, y compris française. Il y a Kawabata qui sort un film. Enfin bref, c'est juste. Il y avait une teinte japonaise dans l'ambiance quotidienne. Et donc, je fais. Et vraiment, je suis heureux, quoi. Et donc, bon, j'ai évidemment mon diplôme. Et donc, je me dis, bah, finalement, j'ai un peu de temps devant moi parce que j'étais sursitaire, puisque j'ai fait mon service militaire. À l'époque, c'était obligatoire et ça durait un an. Mais je partais que 2 ans et demi plus tard à l'armée. Donc, j'avais 2 ans et demi devant moi, quoi. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire de la recherche, mais ce coup-ci dans ma discipline, quoi, grammaire comparée des langues indo-européennes. Et je demande à mon prof de grammaire grecque, euh, je lui dis, moi j'aimerais bien faire un truc sur l'Odyssée, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment une histoire, si c'est un mythe. Chaque fois qu'on traduit la version de Bérard, on voit les appareils critiques, les petits commentaires qu'il faisait lui-même sur. Il arrivait à un endroit, vous savez, il avait pris un bateau, c'était à l'époque, quand il travaillait même en lettres, ça pouvait être des aventuriers. Il avait fait le tour de la Méditerranée avec un bateau à voile pour essayer de repérer les lieux qui sont cités dans l'Odyssée. Où s'était passé le Cyclope, c'était quoi l'île de Circé, où était l'île d'Éole, machin. Et plein de fois, il faisait un commentaire en disant je sais bien que ça ne correspond pas tout à fait au texte, mais peut-être le poète, avec un P majuscule, puisqu'on savait déjà à l'époque que Homère, c'était pas l'auteur, c'était une compilation d'Aèdes, de poètes troubadours de l'époque, mais on est 1100 ans avant Jésus-Christ, hein, qui avait donné le texte de l'Odyssée. Et, et donc, il lui-même précisait, je sais bien que ça ne correspond pas au texte, mais le poète s'est peut-être trompé.
Alors, à l'époque de Bérard, évidemment, la grammaire comparée n'existait pas. Et on ne savait que traduire, quoi. Parce que l'intérêt, c'est que vous pouvez trouver le sens profond d'un mot parce que vous pouvez le décomposer en racines qui le composent. Et donc, tout d'un coup, ça prend un autre sens. Si je vous dis, par exemple, Homère, vous pensez auteur de l'Odyssée. Mais si vous décomposez Homère et que vous vous rendez compte que ça fait Homéros, O, c'est l'article. Méros, c'est la part du destin. Tout d'un coup, vous vous dites, mais attends, est-ce qu'il ne me raconte pas une histoire? Ulysse, en grec, c'est Odysseus. Odysseus, c'est ce qui a donné le titre l'Odyssée. Mais Odysseus, c'est O, l'article, et Dysseus, le guide, celui qui montre le chemin. Et tout comme ça. Et alors là, je me suis dit, il y a une lecture à faire qui va forcément enrichir la compréhension. Et comme la tâche était immense, j'avais dit, ben, moi, ce que je propose, enfin à mon prof, c'est je fais tout sur toponymie, topographie, c'est-à-dire les noms de lieux, les noms de personnes, machin, enfin vraiment spécifier ça. Parce que ça correspond essentiellement à une réalité, puisqu'on sait bien que, par exemple, quand vous désignez un nom de lieu, c'est toujours la caractéristique la plus évidente pour le plus grand nombre. Quand vous avez, et ça marche encore aujourd'hui, hein, quand vous avez aux Bahamas Long Island, ben, comme par hasard, c'est un bâton posé dans l'eau, hein, c'est un trait. Mais quand vous avez Doulichion, qui est une des îles du royaume d'Ulysse, eh ben, c'est un bâton posé dans l'eau. Donc, on pouvait arriver, alors bon, j'ai mis un certain nombre de mois, à dresser une carte idéale, parce qu'on ne savait pas où c'était. Enfin, pour moi, je n'étais pas du tout persuadé que c'était en Méditerranée. Je le traduisais comme un texte hors d'un lieu. Donc, je faisais la carte à partir de ce que les marins avaient vu. Et donc, j'ai fait un royaume d'Ulysse en fonction Zante, la symétrique, enfin les îles d'Ulysse. Et je me rends compte que manifestement, de même que les célèbres voyages de Pythéas qui ouvraient la route de l'Afrique du Sud pour aller chercher de l'or pour les Grecs et les Romains, et ben c'était aussi une route maritime et du coup je me disais mais elle raconte quoi. Et donc voilà, j'ai travaillé comme ça et donc à partir de ce moment-là, entre le fait que j'avais eu de telles œillères simplement pour savoir qu'il y avait un monde en dehors de la France. Après, attaquer le mythe oui, le mythe, le mythe littéraire de l'Odyssée, mais avec une nouvelle méthode d'approche et qui tout d'un coup rendait les choses très concrètes, mais tellement différentes. C'était pas du tout un voyage enfermé en Méditerranée. Et puis avec des incongruités. Euh, et donc là, je me dis, waouh, ça c'est la méthode est bonne. Et donc, après, je vais enchaîner, d'ailleurs, je vais faire ça sur le Timée et le Critias de Platon. Et c'est comme ça que je vais travailler sur Atlantide, parce que le regard était tout d'un coup un peu différent. Enfin, voilà. Ça c'est avant d'arriver à la télé et la radio. Et donc, quand je fais l'Atlantide, je la publie. Et le bouquin s'appelait, enfin, s'appelle toujours, Les archives secrètes de l'Atlantide. C'était déjà mon quatrième, parce que là, j'ai produit à partir de mes travaux sur l'Odyssée. Et je, je suis invité, à l'époque, il y avait une émission très très connue qui s'appelait Les dossiers de l'écran, ça s'appelait Antenne 2, avant de s'appeler France 2.
Et c'était un grand journaliste de l'époque qui l'animait, qui s'appelait Joseph Pasteur. Et donc, je suis invité en tant qu'universitaire, avec d'autres universitaires, hein, pour parler de l'Atlantide. Alors, les dossiers de l'écran, il y avait un film d'abord. Donc là, c'était le film à propos de la version de l'Atlantide de Pierre Benoît. Et l'hypothèse, c'était dans le Sahara. Et, euh, donc, je suis invité. Et là, euh, le lendemain ou le surlendemain, contact avec Jacques Pradel, qui était une star de France Inter à l'époque, contact avec Igor Grishka Bogdanov, qui venait de démarrer Temps X, machin. Et là, tout part, et très vite, euh, je, je vais basculer, après quand même 2 années où j'ai fait en synchronicité, j'ai fait en même temps prof et je travaillais à la télé. Euh, Parce que j'ai commencé par faire Temps X avant de faire France Inter, et donc Temps X sur TF1. Et donc, voilà, moi, ça démarre à ce moment-là où tout d'un coup, je vais avoir les moyens de production euh, à la fois à France Inter et à TF1 pour essayer de lancer des enquêtes sur des sujets. Alors évidemment, j'aimais plus du tout les sentiers battus, ça c'est sûr, parce que la hantise d'avoir de nouveau des œillères, c'est je suis sûr que vous avez la honte de votre vie, hein, quand vous prenez conscience de ça, Hmm. parce que au moment où vous en prenez conscience, vous êtes persuadé que vous n'êtes pas tout à fait mauvais dans les gens qui font des études. Et en fait, vous êtes le plus nul des êtres humains, quoi. Et ça, c'est une rupture, hein. Hmm. Donc c'est comme ça que tout d'un coup, à la fois empiriquement, puisque mes recherches me montraient qu'il y avait des trucs quand même qui n'étaient pas tout à fait dans la doxa, et le soutien d'ailleurs aussi de mon prof qui me disait, ouais, c'est quand même bizarre ce que je trouve. Enfin, mais c'était une façon de regarder. C'est-à-dire la méthode était bonne, mais je regardais différemment de ce qui se faisait avant, en fait. Et donc, après, ben, évidemment, tout m'a intéressé, tout ce qui était nouveau et différent, mais j'avais toujours, évidemment, parce que je suis comme ça, je voulais de la rigueur, quoi. Il n'était pas question de faire une enquête au doigt mouillé. Hmm. Et j'ai eu des chances inouïes, quoi, des sujets, parce qu'il y a eu de l'actualité, quoi. Alors justement, si je comprends bien, votre parcours universitaire et les grandes écoles vous ont quand même servi à poser une légitimité dans ces recherches et votre méthodologie également. Comment étaient perçus les résultats de vos travaux justement à cette époque-là, que ce soit dans l'univers universitaire ou bien plutôt dans les médias? Est-ce qu'on était prêt à entendre tout ça ou est-ce que c'était encore nouveau? Alors, à l'université, c'était, on va dire, il y a toujours eu des chapelles quand vous faites de la recherche, que ce soit en biologie, en n'importe quelle discipline, c'est toujours pareil. Sauf que maintenant, ça a empiré. Et au début, il y avait, comment dire, une écoute polie, euh, parfois attentive, mais assez peu enthousiaste, parce que mais c'était normal. J'étais jeune, il l'était moins. Enfin, je le vivais très bien, quoi. C'était normal que bah, c'est tout le but de la recherche, tu apportes quelque chose. Hmm. Donc, le quelque chose que tu apportes, 5 minutes avant que tu le déposes devant les autres, il n'existait pas. Donc, j'imagine, toi, ça fait 4 ans que tu es dessus. Donc, évidemment, tu considères que tu as un petit peu cherché les éléments. Mais celui à qui on dit comme ça, de but en blanc, ah oui, mais peut-être qu'il y a une petite erreur, et hop, tu en as 400 pages pour démontrer l'erreur. Et donc, évidemment, c'était normal. Et puis, c'est le jeu de la recherche, hein, de pas. Ça déclenche pas l'enthousiasme. Il y a que ceux qui découvrent le fil à couper le beurre qui déclenchent l'enthousiasme immédiat, quoi. Hmm. Quand c'est une recherche qui apporte un truc
qui n'existait pas avant que vous ne l'apportiez. C'est normal, c'est une réaction humaine en plus de dire waouh, que c'est quoi ce truc? Euh, et comme après, très vite, je me suis retrouvé dans les médias, là, ce qui a changé, c'est que là, l'attitude était beaucoup plus vindicative. Parce que tant que je publie un truc que personne lirait, ou peu de gens, quoi, c'était pas très dangereux que le gamin se soit amusé. Mais à partir du moment où vous vous retrouvez sur des médias où tout d'un coup, vous avez 1 million de personnes qui entendent que ah bah oui quand même, mais là, alors oui, j'ai eu pas mal d'attaques, mais j'ai j'ai toujours eu la chance de. D'ailleurs, sur le Caire, dans mes archives, là, à un moment, on va faire une émission où je crois que je raconterai quand même des trucs qui se sont passés, parce que les protagonistes sont décédés. Oui, ils étaient toujours plus vieux que moi, ceux qui m'attaquaient. Et, et donc, mais non, je suis toujours passé à travers avec des combats féroces, hein, mais des protections aussi, parce qu'il y avait, il y a, on était dans une époque où la culture générale était quand même un peu mieux distribuée et beaucoup plus de gens en avaient. Euh, je veux dire, c'était rare que, c'était même pas rare, c'était impensable d'avoir le bac avec 6 de moyenne, quoi. Donc, c'était une autre époque où bosser à l'école, c'était l'évidence. Là, maintenant, bon, c'est on baisse le niveau, comme ça, on est sûr qu'on aura des bacheliers, mais après, de toute façon, vous déplacez le problème en fac, et donc là, vous avez, on va pas citer de nom, mais le nombre de gens qu'on voit qui peuvent prendre la parole dans les médias et qui racontent qu'ils ont fait tel truc à l'université, oui, mais il y a un député à l'Assemblée nationale qui a été agrégé avec 5,6 de moyenne. Voilà, c'est tout. Et du coup Jean-Yves, est-ce que vous pouvez nous citer peut-être quelques émissions que vous auriez produites ou animées qui pourraient résonner dans les mémoires de nos auditeurs? Parce qu'il y en a des très très Alors, connus. sur France Inter, il y a Boulevard de l'étrange, évidemment. Sur TF1, bah, Temps X, j'ai coutume de dire que je suis Bogdanov canal historique, puisque je les ai suivis pendant, je sais pas, 25 ans, 30 ans. Tant qu'ils ont été à l'antenne, j'ai commencé journaliste et j'ai fini rédacteur en chef. J'ai fait aussi les animaux du monde, parce que j'ai toujours eu une fibre écologique, pas verte, écologique. Je les ai vus arriver là, tous les apparatchiks. Et j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, sur France 2, j'ai fait Matin Bonheur pendant des années avec Monique Cara, avec Thierry Beccaro. C'était donc on faisait des plateaux. Bah, par exemple, quand il y a eu l'affaire Benveniste, on avait fait le premier plateau. Après, d'autres en ont fait, mais le premier plateau sur la, la proposition, la découverte de Benveniste. Et évidemment, j'étais attentif à un type comme Jacques Benveniste. Vous savez, c'était l'histoire de la mémoire de l'eau. Mhm. Vous vous souvenez de cette histoire? Oui. Et donc, Benveniste, nobélisable, qui avait découvert. Les gens qui souffrent d'asthme ne savent pas que c'est lui qui a découvert le pas facétaire qui fait qu'ils arrivent à aller mieux. Et qu'il l'avait découvert dans une équipe américaine. C'est-à-dire les Américains nous l'avaient débauché. Et après, il était rentré en France. Et quand il découvre ça tout seul, c'est un haro sur le baudet. Tout le monde lui tombe dessus. C'est une horreur. Et là, moi, très spontanément, je ne suis pas choqué qu'il ait fait une découverte qui sortait de la doxa.
Et parce que bah, c'est le rôle du chercheur. Et qu'il y ait de la disputatio, de la dispute, comme on disait en latin, entre deux chercheurs et qui peuvent même s'engueuler, mais y converser, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur une notion. Mais là, c'était que, en plus des mecs qui n'avaient jamais rien publié, enfin, qui ne savaient rien sur rien et qui venaient me déroquer, quoi. Et là, et Benveniste en a beaucoup souffert. Donc, évidemment, moi, j'ai été tout de suite à l'écoute. Et après, je l'ai connu. Et là, bah, c'était évident. C'était évident. Et surtout, j'ai connu les autres savants étrangers qui nous avaient présentés et qui venaient corroborer la recherche de Benveniste. Donc, si vous voulez, c'était. Alors, ça, c'était sur Matin Bonheur, pardon, pour répondre à votre question. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Oui, les animaux du monde, je vous l'ai dit. Si vous avez J'ai parlé de créé Mystère. Terre TV. Terre TV. Comment? Mystère et Terre TV. Terre TV. Mm. J'ai créé Terre TV, donc qui était la première télé sur Internet qui fonctionnait comme une télé et non pas comme un podcast ou je sais pas quoi. Et qui marchait pas mal. J'ai créé le festival Sciences Frontières, donc 38 ans, je crois. 38 années de festival, où là, alors, Sciences Frontières, les frontières, est-ce à frontières, de la science, parce qu'on abordait tous les domaines. Et donc, ça allait de Jean-Pierre Petit à, je sais pas, ah bah même, on avait, comment ça s'appelle, Yves Coppens, le grand Yves Coppens. Donc, on était très, très, très ouvert parce que la particularité que j'essayais de faire passer, c'est que progresser, c'est écouter. C'est pas ramener sa fraise, c'est écouter parce qu'il y a plein d'informations que vous ne pouvez pas avoir si vous n'êtes pas à l'écoute de ce que fait l'autre. Et on a réussi à faire des tables rondes extraordinaires avec des gens qui n'étaient d'accord sur rien. Mais pourtant, ils se parlaient. Ouais. Et donc, pour ceux qui écoutaient, on voyait s'élaborer une pensée. Et c'était, enfin, ça a été une époque assez extraordinaire, vraiment extraordinaire. J'imagine en plus que dans le cadre des festivals comme ça, ce qui est génial, c'est que vous avez fait beaucoup d'expérimentations, vous me disiez, quand on avait préparé l'interview, des choses vraiment hallucinantes qui ne sont pas refaites ensuite. Vous, d'ailleurs, si certaines vous reviennent en tête, n'hésitez pas à les partager parce que c'est super intéressant, ça peut inspirer d'autres personnes à faire ça. Puis dans une grande liberté quoi, de recherche, de respect de la science comme elle doit se faire en général, c'est-à-dire d'aller chercher, investiguer avant de dire non, ça c'est un champ où on ne peut pas aller, bah, au contraire on va investiguer puis on verra ensuite si on s'est trompé ou pas. Quoi. Il y en a une qui me revient en vous écoutant. Parce que quand vous avez été prof, vous êtes prof toujours en réalité, donc vous cherchez quand même à vulgariser, à, à aider à prendre conscience de quelque chose. Et une année, j'avais titré le festival Résonance. Et donc, on avait des gens comme Rupert Sheldrake sur les créodes. Enfin, si vous lisez cet univers incroyable de Sheldrake, très grand biologiste anglais. C'est celui qui a parlé des champs morphiques en premier. Exactement. Les champs morphogénétiques qui sont constitués de créodes à l'intérieur desquels les, les informations, toutes les informations, se nicheraient. Et c'est une vision de l'univers qui est extraordinaire. Et donc j'avais fait résonance, et comme je voulais essayer d'expliquer aussi la démarche du festival, hein, c'est-à-dire ce que tu ne vois pas existe peut-être. Et si tu crois que ça n'existe pas, c'est simplement parce que tu t'es pas posé la question. Et d'ailleurs, j'en avais une autre, c'était toujours
Euh, le paranormal n'existe pas. Il n'y a que du normal, pas encore enquêté. Voilà. C'est, Et donc, je fais résonance et dans la salle où on faisait le festival, alors j'avais un très bon ami qui avait fait lettres classiques avec moi à Aix, mais qui lui est un très grand trompettiste et il savait jouer de toutes les trompettes. Et notamment, vous savez, ces trompettes de héros du Moyen Âge qui faisaient 2 mètres de long, là, c'était en préparant le festival, je disais, tu vois, j'ai vu un truc, c'est si tu mets un tamis avec du sable dessus et euh, tu fais jouer un violoniste à côté, tu vois tout d'un coup le sable qui se désorganise et se réorganise en fonction des mélodies que tu joues. Et ça montre bien qu'il y a un lien entre la source et la matière du cristal de sable. Et donc, chaque cristal est impacté par l'onde qui arrive de manière invisible. Et je lui dis, mais j'aimerais trouver un truc sur le son. Et là, il me dit, oh, mais nous, on le fait pour rigoler, ça, je vais te montrer. Donc, on met sur la scène un piano à queue et depuis les loges, Michel, mon ami, commence à jouer de sa trompette de héros du Moyen Âge et s'avance en marchant. Et au fur et à mesure qu'il se rapproche, le piano se met à jouer les harmonies qui accompagnent ce loup Michel en se rapprochant. Et les gens ne comprenaient pas, ils pensaient que c'était de la prestidigitation. D'un coup, ils voient Michel arriver sur la scène avec le truc, puis il jouait, quoi. Et il s'arrête, le piano s'arrête. Et là, délire d'applaudissements parce qu'on était dans l'invisible, mais qui pourtant est une réalité. Et ça avait été un moment fou. Alors, c'était l'année donc où on avait Rupert Sheldrake, et il était venu avec sa femme, Jill Peirce, qui est une des rares cantatrices, vous savez, qui est capable de jouer, de chanter à 2 niveaux en même temps, et donc d'émettre des sons différents en même temps, en simultané. Et bien sûr, elle a fait Padmé, et elle a décliné tous les tons dans la salle, c'était incroyable. Et donc, si je comprends bien, vous avez fait un peu en parallèle donc le festival, les émissions sur différents médias. Ah, j'écrivais aussi dans la presse, hein. Oui. Oui, parce que j'écrivais aussi des papiers. J'écris à l'époque, il y avait eu la création de. J'écrivais dans le Figaro Magazine, à l'époque où c'était Louis Pauwels, l'auteur mythique avec Jacques Bergier du Matin des magiciens, qui est un livre qui a bouleversé les années 68-69, qui avait créé la revue Planète, où là se sont exprimés beaucoup de gens et qui était vraiment une approche paradoxa, non pas paradoxale, mais paradoxa, et qui a ouvert l'esprit à tellement de gens, qui est sûrement à l'origine de la création plus tard d'Actuel, parce que Bizot, qui avait créé Actuel, était de ma génération, et je suis sûr qu'il a ressenti les mêmes trucs, quoi. Euh, avec Powell, Bergier, Planète, etc. Et, euh, et donc, j'ai écrit dans le Figaro, et puis dans le Figaro Magazine, et je faisais des dossiers, et ils avaient créé François Magazine aussi, et où, pareil, je faisais des dossiers. Et en gros, je reprenais souvent des enquêtes que j'avais menées pour tel ou tel média, et pour avoir une assise papier. Quand j'ai fait le fantôme de Lucie au château de Vos dans l'Allier, c'était une enquête incroyable, hein, sur un fantôme dont on retrouvait la trace dans la chronique du Bourbonnais au Moyen Âge.
enfin à l'époque des guerres de religion, donc ça fait un moment quand même. Euh, comme quoi l'histoire est un éternel recommencement. Euh, et donc, j'avais fait un document important dans le Figaro Mag parce qu'avec le papier, enfin pour moi qui suis un lettreux, euh, j'aime bien aussi avoir le temps de la réflexion pour choisir le mot qui soit vraiment exact. On peut recommencer 5 fois avant de livrer le papier pour être sûr qu'on a donné la bonne interprétation ou le sens qu'il fallait. Euh, ça, c'est un peu l'exigence du grammairien. Hein. Mais c'est pas c'est pas un défaut. C'est juste que c'est plus long. Mais c'est important, quoi. Donc oui, j'ai été multimédia, quoi, comme on dit. Et dès qu'il y a eu Internet et que j'ai créé TRTV, c'est sûr. Et donc tout ça a donné lieu à eh bien, des archives assez exceptionnelles finalement, avec beaucoup de médias différents, beaucoup de contenus, de révélations, de témoignages. Donc j'imagine que vous devez avoir une médiathèque voilà, conséquente. Oui, on peut le dire comme ça. Et c'est la rencontre avec Gabin Noir qui s'occupe du Caire, qui a fait que, en gros, le Caire, c'est comment dire, c'est un lieu d'archives qui est là pour faire en sorte que les archives soient vivantes et pas un truc qui bouge pas comme ça, qui est archive. On a toujours l'impression que c'est un, comment dire, c'est un truc vieux, immobile. Et en fait, les archives, là, je le vois parce que j'ai le privilège de vivre 2 fois ma vie. Et une fois en l'accomplissant et une autre fois en ayant le recul de trier, choisir, mais surtout mettre en forme tout ce que j'ai pu faire et dont je n'ai pas profité au moment où je le faisais parce qu'une chose en entraînait une autre. Enfin, c'était la vie du travail hein. Et, et puis de la quête. Parce que quand vous cherchez, la quête est toujours présente, quoi. Et vous savez bien qu'on n'arrive pas au bout. Et ça, Dieu merci, vous le savez depuis le départ. Donc, vous n'êtes jamais déçu de ne pas être arrivé au bout. Mais en revanche, vous lâchez jamais. Il y a un truc qui en amène un autre, qui en amène un autre, qui en amène un autre. Et même parfois, si ça part par la droite, par la gauche, vous y allez, vous suivez. Et vous arrivez à nouer les fils parce qu'en en fait, vous êtes, vous êtes l'Aleph de Borges. Vous savez, l'Aleph est un point dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Et ben c'est ça un peu. Et là, aujourd'hui, je le vis avec distance, un bonheur ineffable, et, euh, et je réapprends en fait. Et donc, c'est quand Gabin m'a dit ça serait bien quand même qu'on ait tes archives chez nous, parce que Gabin travaille avec un, un site d'archives aussi américain qui s'appelle Cosmic Clock avec Greg Malozzi. Et donc, il y a toute une culture un peu underground comme ça qui se diffuse des 2 côtés de l'Atlantique. Et alors, les Américains, ils sont plus en avance que nous pour ça, mais Gabin bosse bien. Et donc, j'ai tout de suite dit oui, bien sûr, euh, parce que j'ai senti le. Et puis, il y a une petite anecdote, c'est que Gabin, quand il était jeune, il venait au festival et je parlais avec lui, il parlait avec moi, parce que je sais pas, il faisait des études d'ethnologie et je pense qu'il nous prenait comme objet d'étude. Et, et en même temps, il était passionné, quoi. Il se retrouvait comme ça plusieurs années plus tard par le truchement d'un autre ami, puisque le festival s'était arrêté, donc je ne voyais plus Gabin. Et, euh, et en fait, enfin, j'ai trouvé que boucler une boucle comme ça, et comme je suis persuadé qu'il n'y a pas de hasard, euh, il fallait la boucler comme ça. Mm. Si vous voulez aller voir mes archives, il faut aller sur
j'ai noté, exotical.org. C'est exotical.org. C'est là où il n'y a pas que les miennes, hein, parce qu'il y a même quelqu'un qui va nous rejoindre. C'est Patrice Van Hersel, l'immense Patrice Van Hersel, qui a fait de si belles enquêtes. Et si vous avez que 2 livres à lire, je dis ça pour les auditeurs, si vous avez que 2 livres à lire de Patrice Van Hersel, un, La Source Noire, qui date de quelques années, et son dernier, et Le Soleil est-il conscient? Et je vous jure que si vous devez partir sur une île déserte, c'est cela que vous emmènerez. Ben, merci. Alors effectivement, le Caire, donc je mettrai donc les liens dans la description évidemment Ouais. pour y aller. Il y a un Substack, un petit peu comme l'écho de la source pour ceux qui connaissent. C'est sur cette plateforme Substack où on peut retrouver tout le contenu du Caire. Il y a également une chaîne YouTube que je vous conseille d'aller voir parce que pour le moment, elle est en accès libre en plus et il y a déjà des reportages assez extraordinaires. Moi, j'ai regardé avec beaucoup de plaisir celui sur Robert Arnault qui est magnifique, qui est vraiment très beau. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, par exemple, Jean-Yves, de ce reportage? Alors ça, parce que comme je suis toujours curieux, j'ai créé un truc qui s'appelait la télé des festivals de Provence, et en fait, allait couvrir en images et son des choix qu'on faisait parmi les festivals de Provence, et Dieu sait s'il y en a. Donc, on avait un grand plateau qui était installé au château de la Roseraie à Carpentras, et puis des équipes qui allaient tourner, etc. Et on l'avait fait pas mal en 4 tiers, et ça marchait bien. Et ah oui, parce qu'on demandait une autorisation au CSA à l'époque, c'était pas l'ARCOM, c'est le CSA, et c'était lui qui autorisait à émettre sur le territoire, même de manière temporaire, avec toujours la facilité que donne la technocratie, c'est-à-dire que quand vous vouliez émettre pendant 40 jours, vous aviez le même cahier des charges qu'une chaîne qui signait pour 15 ans. Donc c'était un peu lourd, mais on y tenait, donc on faisait. Donc on arrivait avec une brouette, avec des rapports. Oui, parce que le CD-ROM était interdit à l'époque. On ne pouvait pas numériser les documents, donc tout en papier. Et donc j'ai eu 17 fois l'autorisation d'émettre sur le territoire français. Et donc, cette télé des festivals qui émettait l'été, du coup, j'ai dit, bah, tiens, ça peut être un super prototype pour vous, 16/9 stéréo, puisque là, du coup, je les connaissais tous. Et donc, on l'a fait. Donc, on a eu un car régie en 16/9, etc. Enfin, tout bien. Et on a fait pas mal notre télé passer donc sur un canal particulier que personne ne regardait, puisqu'il y avait très peu de postes de télé en 16/9, qui s'appelait France Supervision. C'était une chaîne qui passait par le satellite Télécom 2, je crois, et qui arrosait des gens qui avaient le satellite, qui étaient aussi pas très nombreux, mais bon. Et donc, il y avait du programme, du coup, sur ce canal. Il n'était pas vide. Et après, j'ai dit, pendant l'année, on pourrait peut-être essayer de produire des trucs intelligents, parce qu'à un moment, il va y en avoir des postes de télé chez les gens. Donc, il faudra bien des programmes. Et donc, France Supervision avait un polytechnicien remarquable à sa tête. Je dis exprès polytechnicien remarquable. Et donc, il me dit, ah bah oui, mais tu aimerais faire quoi? Alors, je dis, moi, j'aimerais bien faire une série de portraits de 10 personnalités qu'il ne faudrait pas perdre une fois qu'elles auront disparu et qu'on ait les portraits de ces gens-là. Et donc, j'ai sélectionné 10 personnes de l'époque, bien sûr, et on a créé une série qui s'appelait Trait pour trait et qui était donc des portraits. Et donc, vous avez des gens comme Jean-Marie Pelt, Jacques Benveniste, Rémi Chauvin, Robert Arnault, qui est extraordinaire,
d'ethnologue sonore. Voilà, je ne savais pas que ça existait. Et enfin, vraiment des gens qui m'avaient touché, quoi, et qui avaient tous été invités au festival, bien sûr. Et, euh, et parce que tout ça, après, se tenait, il y avait une sorte d'osmose entre. J'ai jamais fait de séparation entre le son, le papier, l'image, le live, puisque le festival, c'est de l'événementiel, quoi. Euh, Sauf qu'on vendait pas la même chose, quoi. C'est tout. Et enfin la même chose que les autres. Et donc cette série de vidéos, c'est trait pour trait. Ce sont les vidéos de cette époque-là, et ce sont les premiers en 16/9 stéréo. Donc c'est pour ça que l'image est assez belle pour de la vidéo, puisqu'à l'époque on n'était pas en numérique, hein, on était sur de la vidéo. Et quand j'ai commencé à la télé, quand même, pour vous rappeler, moi j'ai commencé en 16/9, en 16 millimètres, c'est-à-dire on tournait en pellicule quand j'ai commencé à TF1, pour vous dire. Et un de mes premiers sujets, ça a été sur Atlantide, bien sûr. La boucle est bouclée. Et ça représente alors combien de, si vous pouviez estimer, combien d'heures de documents ce que vous mettez à disposition là, du public maintenant? Oh là là, oh là là. Rien que France Inter, ça fait 998 émissions. Les festivals, très tôt, on les a filmés. Donc, on doit avoir 2 tables rondes par jour pendant 5 jours. Ça fait 10, 38 ans, 380. Et chaque fois des tables rondes. Alors là, il y en a une que j'ai retrouvée sur le net. Je vous enverrai le lien, qui est un test, parce que le festival, c'est aussi un moyen de tester. Et je me disais, il y a quand même un truc, et pourtant, moi, journaliste, j'en animais un paquet, hein, des tables rondes. Je me disais, il y a un truc qui est gênant quand même dans les tables rondes, c'est l'animateur. C'est un frein, parce qu'il y a un moment où, quand une table ronde marche bien, vous voyez bien que l'animateur s'efface et les gens arrivent à. Et il y a juste à driver très, très légèrement. Et je me disais, il faut qu'on fasse un essai. Et donc, pour pas prendre de risques, j'ai pris 2 grosses pointures qui étaient habituées à parler en public. C'était Boris Cyrulnik et Jean-Marie Pelt. Et c'était une table ronde du soir. Et donc, on a dîné ensemble en commençant tôt. Et là, je leur ai annoncé, on n'était que tous les trois, et je leur ai annoncé, j'aurais dit, finalement, je ne l'animerai pas, j'aimerais que vous la fassiez seule. C'est-à-dire que toi, Jean-Marie, qui me connais par cœur, c'est toi qui vas faire l'annonce de mon absence, tu t'inventes ce que tu veux. Et après, vous parlez, et le thème, on va l'appeler intelligence animale et intelligence végétale. Et là, vous allez vous broder ce que vous voulez. Et quand vous avez 2 êtres de ce niveau incroyable, c'est de l'intelligence à état pur, quoi, et de la connaissance, parce que c'est pas juste ils assemblent des mots, c'est fondé, c'est de la recherche, ils sont allés. Et ça a été, je crois, alors c'est la première, mais je crois que ça a été la plus belle table ronde que j'ai jamais faite. Et à la fin, les gens appelaient, parce que évidemment, le rôle de l'animateur, normalement, c'est de dire, vous savez l'heure qu'il est. Et là, ça continuait, mais c'était tellement passionnant. Les gens se foutaient de l'heure. Et à la fin, ça a applaudi à tout rompre. Tout le monde a un souvenir ému et heureux parce que c'était un moment hors du temps. Comme seules les expériences peuvent les provoquer, quoi. Parce que ça aurait pu rater. Mais bon, pas avec eux, j'étais à peu près sûr, quoi. Et donc voilà, alors ça déjà, ça vous en fait 380. Alors celle-là, je sais qu'elle est disponible, c'est pour ça que je vous enverrai le lien, parce qu'il faut voir ce qu'on faisait, quoi. Et
Après, il y a, parce que là, en ce moment, on cherche sur l'INA les trucs qu'on a fait, que j'ai fait sur temps X, etc. Donc là, il n'y a pas tout. Mais enfin, je pense qu'on va se retrouver à un gros millier de vidéos et 1000 radios, quoi. Hmm. Plus les documents, il y a tous mes bouquins qui vont être numérisés, plus des bouquins connexes, notamment ce qu'on essaye de faire, c'est de contextualiser un peu. Et donc, le- les émissions que j'ai faites, j'ai souvent gardé mes sources ou mes préparations. Et donc, je sais les bouquins que j'ai lus, donc tous ceux que j'ai encore de ceux que j'avais lus pour préparer, ceux-là, on va les mettre en lien pour que les gens voient aussi le contexte. Il y a aussi des documents que j'ai retrouvés, des échanges avec telle ou telle personnalité, et qu'on va mettre parce que ça va éclairer aussi. L'idée, c'est de faire vraiment des archives dynamiques. Gabin dit toujours des archives vivantes. Oui, oui, c'est ça, vivantes. Ouais, et puis la quantité de thématiques abordées est vraiment extraordinairement large, la palette est large. Ah Ça oui, va ça de c'est l'ufologie, comme vous disiez, à l'éthologie ou l'étude des phénomènes inexpliqués, enfin, les vraiment, il y a de tout, fantômes. hein. On a Mhm. même fait les fantômes. L'affaire de Lucie, c'est un fantôme, hein, le château de Lucie. J'avais titré Les étranges après-minuit de la tour mal coiffée. C'est un joli titre, ça. Ouais. Mais cette enquête, du moins, elle a fait le tour du monde, hein. Il y a 39 pays qui l'ont reprise. Est-ce que vous avez, Donc, c'est une question un petit peu bateau, Jean-Yves, mais on va bientôt terminer. oui. Est-ce que vous avez une enquête ou quelque chose que vous avez appris durant ces années de recherche et d'interview et de recherche sur le terrain? Quelque chose qui vous a le plus abasourdi? Ou alors qui vous a le plus élevé en compréhension? Comme vous nous disiez en début d'interview, quand j'ai découvert et que j'ai compris qu'il y avait une multitude de penseurs et de pensées autour de moi, qu'il n'y avait pas que les Français, et que ça produisait de la pensée autour de moi, ça m'a changé. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça dans votre carrière qui vous ont changé en termes de compréhension, d'élévation de conscience? Alors ça, oui, une monumentale, c'est il y a quelques semaines, on a passé un entretien avec lui. Enfin, pas que lui, c'était Anty Le Marin et Alfred Naon. Oui, c'est la rencontre avec Anty Le Marin. La rencontre avec Anty Le Marin, je suis encore à Aix. Je ne suis pas encore monté à Paris, mais je travaille déjà avec les Bogdanov pendant toutes les vacances scolaires, parce que je suis encore prof. Et donc, je travaille à Noël, Pâques et grandes vacances, quoi. Donc, je fais de la télé et en même temps de l'enseignement. Et, euh, et donc, j'avais rencontré Anty Le Marin au Beau de Provence. Et oui, c'est une vraie rencontre. Une vraie rencontre. Un homme à part. Et qui en fait s'était intéressé. C'est lui qui était venu me chercher parce que euh, pendant mon service militaire, euh, comme j'étais parti à 26 ans et que je savais lire et écrire, j'avais été sélectionné pour être commando de l'air. C'est-à-dire, j'avais vraiment la morphologie pour traîner un sac de 25 kilos avec des cailloux dedans à longueur de journée. C'était une sorte de. À l'époque, c'était un peu une punition d'être allé à l'école, enfin pour l'armée. Et, euh, et par les hasards de la vie, toujours, comme j'avais écrit déjà 2 bouquins, je crois, et que j'avais un contrat de suite, c'est pour un troisième, et que j'étais dans un fort enterré.
C'est-à-dire, on sortait pas, quoi, sauf pour, évidemment, aller faire les guignols à cavaler. Mais en même temps, j'ai appris plein de choses sur les hommes, hein. Là, c'est juste que moi, je l'ai vécu un peu dur au début. Après, euh, c'était utile quand même d'apprendre que déjà que l'autre existe. Ça, c'était et c'était un moyen de confronter des univers qui n'avaient aucune chance de se croiser. Et ça, c'était plutôt pas mal. Et donc, j'ai pas eu le droit de sortir pendant 2 mois au moins, un truc comme ça. Et donc, je venais ni voir mes parents, rien, machin. Et puis, j'écrivais, mais je savais même pas si ça partait, quoi. Enfin, j'étais vraiment ailleurs, quoi. C'est- J'avais changé de volume, même musculairement, tellement ça y allait. Et je fumais très peu la clope, mais j'avais quand même arrêté. C'est là que je suis passé à la pipe, tellement je crachais mes poumons quand même. Et, et donc, mon éditeur s'est inquiété parce qu'il n'avait aucune nouvelle de moi et que lui, il se disait qu'à l'armée, j'allais faire le troisième livre, quoi. Et donc, il m'a cherché, il m'a trouvé. Et donc, il a joué de ses relations pour que je passe de l'enfer, enfin l'enfer pour moi, parce que, je peux pas déconner, c'était pas l'enfer, mais disons que c'était très dur. Je n'étais pas habitué, on va dire, euh, au Club Med, où tout d'un coup, j'ai enseigné dans un lycée militaire pour les prépas à Salon, à l'école de l'air. Et donc là, super. Euh, Voiture sur base, chambre individuelle, euh, statut comme si j'étais non pas en service militaire, mais que j'étais, comment on dit, que j'étais militaire, quoi. Et donc, j'avais 45 jours de pair, enfin, un truc. Mais on bossait, on faisait des cours et tout ça. Et en plus, avec une ambiance plutôt sympa, parce que le lieutenant-colonel, en fait, c'était comme un proviseur, quoi. Donc, les rapports, c'était entièrement différent, quoi. Truc, Et donc, là, je me suis retrouvé effectivement plutôt au paradis. Et donc, j'ai eu le droit, évidemment, de faire des conférences, notamment sur mes travaux sur l'Odyssée, ce qui me permettait d'ajouter des jours de perme. Donc, donc je l'ai fait, bien sûr. Et, euh, et un jour, je donnais une conférence, c'était pas loin des Baux, mais je ne sais plus où, peut-être Salon de Provence, je ne sais pas, enfin pas très loin. Et, euh, et donc, je fais la conférence, et à la fin de la conférence, je l'ai vu arriver, et c'était très bizarre. Alors qu'il y avait plein de monde, je savais qu'il était venu pour me voir, quoi. Et donc, et comme je signais des livres et que manifestement, il ne voulait pas rester 10 heures, il s'est juste approché de moi, il m'a laissé un petit mot avec sa carte et 1 heure de rendez-vous. Et il me dit à l'oreille, venez, je vous attends. Et je ne sais pas pourquoi, c'était impératif. C'est gentil, hein, mais impératif. Enfin, d'ailleurs, c'est peut-être même pas son ton, c'est moi qui l'ai vécu comme impératif. Et à partir de là, ça, oui, ça c'est un moment où ma vie a changé. Ouais. C'est parce que j'ai vu des trucs. Quand vous êtes avec un homme comme ça qui a 1 000 ans d'histoire, quoi, 2 000 ans, et il sait à peu près tout sur tout, et qui à un endroit qu'on pourrait appeler bibliothèque, mais qui était un vaste capharnaüm avec des milliers d'ouvrages, avec son gros jean, avec des poches bien larges. Ouais. Quand il cherchait
un ouvrage, mettait sa main dans une poche profonde, là, c'était un velours côtelé marron, et, euh, et il sortait son pendule de radiesthésie, et hop, tout d'un coup, il tournait là où il fallait, il disait, ah ben il est là, il prenait, mais dans une pile, hein, et enfin dans une pile, c'était un Capharnaüm. Et il sortait un bouquin. Et puis après, il disait, ah oui, il cherchait dans la table de matière d'abord. Le pendule lui disait que c'était tel chapitre. Et, tchouc, et trouver l'info. Il y avait pas... Aujourd'hui, avec un ordinateur, on peut arriver à un truc comme ça. Mais à l'époque, je peux vous dire, il n'y avait pas d'ordi, hein. Des machines. Mon premier roman, mon premier bouquin, je l'ai écrit avec une Olivetti, vous savez, clac, 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 clac. C'était, j'ai connu ça. Donc voilà. Et oui, 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 il y a quelqu'un. Et donc il y a déjà une émission avec Anti qui est sur le site Exotical D'accord, de Caire. Ok. On le mettra de en lien. Caire. Ouais. Bon, Voilà. ce personnage a l'air très Donc ça, c'est mystérieux. ouais. Ah oui, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, J'espère que j'aurai le temps, enfin, je sais pas, le temps. Euh, je pense qu'un jour je raconterai parce que c'est un sacré moment. Et effectivement, je n'ai eu qu'une certitude en sortant de cette période, c'est c'est quand même dans les marges qu'on a le plus d'espace et que c'est là qu'on peut trouver du nouveau et pas dans vouloir tout tracer comme ça, où tu fais finalement que reproduire un schéma, un modèle, et donc l'appauvrir. Et c'est sûr que la 15e génération, elle est beaucoup plus nulle que la première qui a inventé le schéma, quoi. Parce que les générations après, au lieu d'apporter, elles utilisent. Donc elles appauvrissent, elles affadissent. C'est un truc comme ça qu'on vit en ce moment d'ailleurs. C'est un affadissement. En tout cas, j'espère de tout mon cœur que l'accès à vos archives permettra eh bien, à de nouvelles générations de s'inspirer, de trouver Oh ça oui, mais c'est de pour ça qu'on le l'inspiration. fait. C'est pour ça qu'on le fait. Vous avez trouvé le bon mot. C'est ça, les inspirer. Et en plus, c'est passionnant, c'est ça. C'est passionnant. Et je vous jure que ça vous fait plein d'étoiles dans la tête, hein. Il n'y a pas besoin de produits connexes. Ça marche tout seul, hein. Les neurones excités, ça fait les mêmes arcs électriques. Bon, eh bien, Jean-Yves Casga, je vous remercie pour cet entretien. C'est moi, Si, c'est vraiment, c'est agréable. si vous avez un dernier mot pour la fin, peut-être, moi je mettrai de toute façon tous les liens sous la vidéo dans la description pour pouvoir aller retrouver vos archives et le site de CARE, le YouTube, etc. etc. Et j'espère qu'on se retrouvera de toute façon bientôt pour un prochain Ah oui, entretien. bien sûr. Ah oui, 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 ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci de me voir accueilli sur votre chaîne, c'est un vrai bonheur. Et puis Merci Philippe on se Ferrer. sent très libre, c'est très agréable. Ah bah oui, oui, oui. Ben, vous êtes entre personnes qui s'intéressent à toute votre carrière et à toutes les thématiques que vous avez abordées, donc je pense que les commentaires seront très intéressants aussi à lire. Ah ben, vous me donnerez un lien hein, pour que je puisse voir ça, hein. Ouais, tout à fait. Merci Olivier. Merci à Au vous Jean-Yves. revoir. À bientôt.